Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Sandra Esquiva-S. Bonjour Sandra Esquiva-S. Bonjour. Vous êtes présidente du Forum international Women's Forum, je le prononce à l'anglaise International Women's Forum. Vous êtes également avocate, on va en parler. Vous êtes dans On se dit tout sur vous d'abord, avant de parler de votre parcours et évidemment la défense de la parité homme-femme dans les entreprises et dans la sphère économique en général. Sandra Esquiva-S, qu'est-ce qui vous porte dans la vie, ce combat que vous avez choisi pour garantir l'égalité homme-femme? Pourquoi avoir choisi ce combat? Parce que j'étais inspirée par des hommes. Les deux premiers féministes que je connais sont mon père et mon fils. Bravo. Et merci à eux. Et j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu très ouvert, international, mixte. Et j'ai vu que c'était un enjeu de liberté et de bonheur important. Et que j'ai souhaité conserver à titre personnel. Donc mais vous avez aussi eu très partager. Tôt, cette envie de combat pour la parité, vous l'avez eu oui, très tôt au début de votre carrière. Je dirais que carrière. c'était un combat pour la diversité. C'est-à-dire l'inclusion, l'ouverture sur des personnalités, des points de vue différents qui m'ont toujours intéressée. Que ce soit en termes d'inclusion sociale, d'idéaux, d'orientation, où j'ai toujours eu cette sensibilité. Mais confrontée à ma carrière professionnelle et à mon évolution de jeune femme puis d'adulte dans cette société, j'ai bien ressenti les barrières à cet épanouissement. Et donc j'ai toujours souhaité favoriser, si vous voulez, la transgression de ces barrières dans un objectif de bien-être commun et d'épanouissement, parce que voilà, j'ai pour ambition d'être heureuse et de créer un environnement heureux pour nos enfants et nos petits-enfants. Quelles sont vos passions dans la vie, Sandra, mis à part ce combat, cet engagement que vous avez pour la parité homme-femme? Les personnes. Oui. J'aime les personnes. J'aime découvrir les personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Donc vous aimez les rencontres? Les rencontres, les entrepreneurs que je rencontre, ou des commerçants, ou des personnes qui ont des savoir-faire, des passions. J'adore écouter les personnes qui parlent de leurs passions. Après, j'ai d'autres passions culinaires, artistiques, la musique. Mais les personnes m'intéressent. Ouais. On va parler un petit peu de votre métier d'avocate. Est-ce que ce combat aussi, vous le menez d'autant plus que vous-même, vous avez eu parfois des parcours un peu compliqués à faire valoir justement cette égalité homme-femme? Alors, évidemment, on est toujours confronté parfois, pas forcément dans sa propre structure, ça peut être dans Bien le sûr, cadre, avec les clients, par exemple. avec les clients ou avec des confrères à parfois des remarques déplacées ou une perception un peu misogyne, donc j'y suis sensible. En vieillissant, j'en suis de moins en moins victime, surtout compte tenu de mon engagement qui est assez connu. Mais je pense en fait que ça constitue une perte de chance. C'est une barrière à l'échange et une barrière à l'innovation. Donc c'est pour cette raison en fait que j'essaye de favoriser des échanges mixtes et en plus je m'ennuie si je ne trouve que des personnes qui sont d'accord avec tout ce que je dis, vous voyez. Donc vous aimez le débat? J'aime bien le débat. Les assises de la parité, il y a eu trois sommets des assises de la parité jusqu'à présent. Le 4e est en préparation. Quand on est avocate dans un cabinet, quand on se bat pour la parité au sein du International Women's Forum France, et qu'on a une vie de famille, forcément, vous y arrivez? Ça va? Écoutez, ça va. J'ai eu la chance d'être formée par des Américains qui m'ont appris qu'il fallait beaucoup travailler pour réussir, que ça ne venait pas tout seul, mais qu'il fallait aussi donner. Et donc j'ai intégré ça dans ma vie comme une discipline. Et en fait, ça a été une source de grand bonheur pour moi, parce que tous mes engagements bénévoles, associatifs, m'ont toujours porté vers des rencontres ou des expériences merveilleuses, qui me donnent l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc comme quoi en donnant, on reçoit énormément. Oui, c'est vrai, puis on rencontre beaucoup de gens et on a l'ouverture d'esprit aussi. Et... Tout à fait. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous pour aller vers plus de parité? Enfin, on parle de parité, mais d'égalité aussi en termes de salaire. Qu'est-ce qui reste? La tâche est encore longue selon vous pour y parvenir? Je pense que le mouvement est lent. Il y a un grand enjeu éducatif. Les perceptions sociétales sont très difficiles à faire évoluer. C'est surtout ça qui coince aujourd'hui? Oui, et un phénomène d'acculturation
qui nous apporte presque un petit recul. Mhm. Donc plus on pourra éduquer, éveiller, apporter des éléments de compréhension à l'ensemble des membres de la société, toutes générations confondues, et très tôt, ça commence très tôt, plus on pourra surmonter ces éléments. Ça prendra du temps. La digitalisation apporte de nouveaux challenges, les réseaux sociaux aussi. Et donc il faut beaucoup de leaders engagés et volontaires pour montrer le mouvement et embarquer autour de nous et ensemble. Donc des modèles femmes aussi qui Des peuvent être modèles inspirantes. femmes, mais aussi des modèles hommes. Oui. Dis-moi, c'est des modèles hommes qui m'ont Mais oui. inspirée. Et donc, dans notre approche des Assises de la parité, notre volonté, ce n'est pas de cantonner ce sujet par les femmes, pour les femmes. Il ne faut pas rester dans l'entre-soi. Pas du tout, pas du tout, parce que c'est un enjeu de bonheur collectif. Des modèles de leadership féminin peuvent très bien inspirer des hommes et des modèles de leadership masculin inspirer des femmes, et les jeunes générations peuvent faire leur mix entre les deux et ça sera très très bien. Mais il faut avoir une possibilité d'accéder à tout cet éventail. Donc il faut permettre à ces talents de s'exprimer, et donc il faut encourager les leaders qui donnent cette impulsion, et derrière il faut embarquer les prochaines générations vers cet enjeu qui, au-delà de la parité de genre, concerne en fait toutes les formes de diversité. Bien sûr, bien sûr. Et ça commence aussi par les femmes, hein, qui peuvent ouvrir la voie justement à toutes ces autres personnes de la diversité. Vous parliez de votre fils, hein, qui a été une des personnes les plus inspirantes pour vous, pour aller vers ce combat. Dans quel sens? Comment vous a-t-il encouragé? Est-ce que c'est plutôt positif? D'ailleurs, les jeunes générations sont-elles davantage ouvertes à ces thématiques? Je suis époustouflée par l'engagement des jeunes générations et leur regard, qui est toujours pour moi une source d'inspiration. Mon fils me faisait remarquer parfois des propos sexistes auxquels j'avais pas prêté attention, j'avais même pas analysé, j'avais même pas noté que ça pouvait être sexiste ou misogyne ou même raciste ou quoi que ce soit, parce que on regarde beaucoup de films et de séries et de documentaires ensemble. Il est en école de cinéma, il veut devenir scénariste, donc on est gros consommateurs. Et en fait, il a une analyse très critique de ce sujet, et je me suis rendu compte qu'il a raison. Parce qu'en fait, toutes ces images, ces vidéos, ces dialogues qu'on regarde dans des temps de loisirs, en fait, nous pénètrent. Oui, ça conditionne aussi, et ça forge. Et ça conditionne. Bien sûr. Et ça peut normaliser parfois des propos qui sont... qui ne sont pas normaux. La parité homme-femme, ça a fait du chemin quand même, hein, dans le monde économique, mais la parité homme-femme dans les instances décisionnelles, est-ce que c'est là aussi la clé pour faire ruisseler justement cette parité au sein de l'entreprise? Nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus. Et d'ailleurs, c'est aussi un enjeu de performance et d'innovation. Puisque si vous avez un profil d'administrateur ou de membre des organes de gouvernance qui est très normé et qui se ressemble, vous allez passer à côté de questionnements critiques, de débats. Et on est dans une société où beaucoup de facteurs bougent à une rapidité jamais connue avant. Et donc seul un terreau divers d'esprits brillants qui collaborent ensemble dans la bienveillance peuvent permettre de surmonter les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés, que ce soit des enjeux environnementaux, tous les enjeux de la RSE, en fait. Donc c'est essentiel, et d'ailleurs c'est l'objet et le combat d'International Women Forum. Il faut passer par les quotas pour faire avancer ces questions parité homme-femme, mais aussi inclusion économique. Les quotas n'existent pas encore pour l'inclusion économique, mais faut-il en passer par là pour arriver à faire changer les mentalités? Alors c'est un avis personnel, je le crains. Je sais que c'est un moindre mal. C'est une question qui fait débat, mais ayant moi-même vécu assez longtemps aux États-Unis et ayant vu les politiques de quotas, notamment pour les minorités, j'ai vu l'impact que cela pouvait avoir sur l'intégration dans différents pans de la société américaine. Et sans ces quotas, ces évolutions n'auraient pas eu lieu. Donc le renforcement positif est toujours évidemment meilleur parce que ça marque des mutations en profondeur. Mais à défaut d'un élan volontaire, je crains que les quotas soient nécessaires, sinon cela va prendre encore beaucoup plus longtemps d'effectuer ces changements. Donc les réglementations sont là, et alors, est-ce qu'elles sont suivies? Oui, relativement. Après, ce n'est pas forcément par l'inflation de la réglementation qu'on résout les problèmes. La réglementation qui n'a pas de sanctions significatives, oui, voilà,
et plus la problématique. Bien sûr. Et dans la sanction significative, il n'y a pas seulement l'existence de la sanction, c'est la mise en œuvre de la sanction. Donc c'est un double élément parfois qui manque. Il ne suffit pas de réglementer ou de légiférer. Il faut prévoir les sanctions et donner les moyens de les appliquer. Vous, en tant qu'avocat, d'ailleurs, vous en connaissez quelque chose. On va passer, si vous le voulez bien, à la question du Collège de Paris. Le Collège de Paris qui a plusieurs établissements d'enseignement supérieur, justement pour que l'excellence soit accessible à tous. On en parle juste après le jingle. La question du Collège de Paris, pour vous, Sandra Esquivaes. Alors, c'est une question que vous avez choisie parmi plusieurs. Elle concerne votre entreprise, donc votre fonction d'avocate. Comment faites-vous pour réussir le mieux possible l'intégration des jeunes diplômés au sein du cabinet? Alors, au sein de notre cabinet, on a déjà un programme d'accueil, une vision plutôt à 360 degrés de l'inclusion des jeunes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rapport de verticalité, si vous voulez, des plus seniors envers les plus jeunes ou avec des échelons où ils ne nous voient jamais. En fait, on crée du lien aussi entre les différentes générations et différentes seniorités de nos équipes, entre différents pans de nos équipes, le personnel support et les avocats. Et c'est cette vision à 360 degrés qui fait que, via un leadership qui est bienveillant, cela ruisselle dans toutes les strates en dessous. Et donc, vous avez souvent un phénomène d'ailleurs très intéressant, c'est que nos stagiaires, puisque ça c'est le plus jeune échelon des jeunes qui nous rejoignent, ont une belle communauté ensemble, restent amis, font des choses ensemble. Et ce phénomène se traduit après aussi au niveau des collaborateurs. Alors on a aussi des événements, des formations, mais la culture du cabinet compte énormément pour cette intégration. Et ce que je constate chez les clients que je sers et dans des cultures que je perçois successful et bienveillantes, c'est qu'il y a effectivement cet embarquement à 360 degrés et c'est pas un management vertical qui est devenu un peu désuet, si vous voulez, dans ma méthodologie de travail et de management, qui est une des clés de succès. Les générations ne veulent plus de ce management vertical, enfin c'est pas ce qu'elles recherchent en général dans les entreprises aujourd'hui. C'est vrai. Et a raison. Et c'est bien qu'il nous pousse dans ce sens. Et chez mes amis américains, on parle de management up et management down. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi de se faire manager par les jeunes générations parce qu'il faut accepter qu'on contribue les uns aux autres et on a tous à apprendre les uns des autres intergénérationnellement. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. La question de l'hémicycle, c'est la question ou alors la réflexion que vous avez envie de porter, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, face à nos gouvernants. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Sandra Esquivaes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces politiques aujourd'hui évidemment, là, ça concerne l'International Women's Forum, j'imagine, puisque c'est votre cause principale. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces politiques? Vous avez 1 minute face caméra, juste ici. Nous comptons sur votre soutien. Nous sommes une association purement bénévole. Chaque année, nous organisons un événement qui s'intitule les Assises de la parité. Pendant toute une journée, nous échangeons, nous avons besoin de vous. Non seulement membres du gouvernement, et Bercy déjà nous accueille, mais parlementaires, sénateurs, sénatrices, membres des collectivités. Venez aux Assises de la parité pour que nous puissions échanger et co-construire ensemble l'avenir de demain, un avenir plus paritaire. Et ce message ne s'adresse pas qu'à des femmes. Voilà, ça s'adresse à tous les députés, à tous les représentants des collectivités territoriales. Merci beaucoup, j'espère que le message sera entendu. Pour le prochain forum qui se tiendra quand exactement? On n'a pas encore la date exacte, mais ça sera cette année. Ça sera cette année. Merci beaucoup Sandra Esquivaes. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin de On se dit tout. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.